Merci Amiral, et merci aux organisateurs du colloque de me permettre de communiquer sur les détroits au cœur de la guerre de Crimée. Alors, comme vous le savez, la guerre de Crimée est un conflit, un tournant dans l'histoire de la guerre au milieu du XIXe siècle et préfigure par bien des aspects les guerres du XXe siècle, par l'emploi de nouvelles armes, par l'engagement également des sociétés et des opinions publiques. Et la guerre de Crimée constitue également un moment important dans la prise en compte des détroits, dont la maîtrise est un élément décisif dans l'issue du conflit. En effet, la question d'Orient, telle qu'elle se pose à partir de la fin du XVIIIe siècle, est d'abord, sur le plan du commerce et de la navigation, la question du contrôle militaire sur le détroit du Bosphore et le détroit des Dardanelles. Le traité de Kutchuk-Kainarji en 1774, souvent considéré comme le point de départ de la question d'Orient, est un traité par lequel les Ottomans accordent aux Russes la libre circulation sur les détroits. De là, et on le voit bien sur la carte avec l'avancée, la progression territoriale russe, l'étau représenté par la Russie sur les détroits se resserre. Le basculement a lieu dans les années 1830. En effet, en 1833, par un traité, la Russie et l'Empire ottoman, un traité d'alliance militaire entre la Russie et l'Empire ottoman interdit l'entrée de ces détroits à tout navire de guerre étranger si la Russie lui en fait la demande. Pour contrebalancer ce traité, la Convention des détroits de 1841 met en place une certaine neutralité des détroits et la Russie, la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche et la Prusse s'engagent dès lors à respecter le principe de la fermeture des détroits aux marines de guerre tant que la sublime porte serait en paix. Le contrôle des détroits durant la guerre revêt donc un triple enjeu. Un enjeu géostratégique, puisque ces passages sont au cœur de l'affrontement entre les puissances terrestres et les puissances maritimes. C'est par là que les Russes souhaitent passer pour accéder aux mers chaudes. En bloquant le passage des détroits, les Alliés empêchent le commerce russe d'obtenir des débouchés et des ravitaillements. Et au demeurant, c'est la même logique qu'on va voir durant la guerre de Crimée sur les théâtres d'opérations nordiques, notamment la mer Baltique. Un deuxième enjeu, c'est un enjeu tactique. Les détroits sont en effet à la mer ce que les cols sont au combat en haute montagne. La bataille pour leur contrôle est rude et le fruit d'une bonne maîtrise et une bonne compréhension du terrain, tant du point de vue de la navigation, avec les problèmes des vents et des courants, je vais y revenir, que du point de vue de la terre qui n'est jamais loin, avec la présence de forteresses ou encore de marines stationnant à proximité grâce à l'appui de ports. Enfin, cette question des détroits au cœur de la guerre de Crimée pose un enjeu de droit international, puisque le contrôle des détroits pose avec le plus d'acuité la question du compromis et de la synthèse entre la mer libre, mare liberum, et la mer fermée, mare clausum. Nous demanderons ainsi comment la question du contrôle des détroits au cœur de la guerre de Crimée est un enjeu stratégique et tactique central expliquant le progrès du droit maritime international en la matière. Dans un premier temps, nous évoquerons le contrôle des détroits, et en l'occurrence ici des détroits turcs, par les Alliés comme vecteur de l'avantage stratégique de ces derniers pouvant permettre leur victoire. En effet, dès leur arrivée, le franchissement des détroits turcs est le vecteur de la maîtrise de la mer Noire par les Alliés. Les discussions concernant le franchissement de ces détroits ont lieu dès septembre 1853 de la part des escadres françaises et britanniques dans le but de prévoir une attaque russe sur l'Empire ottoman. Deux points de vue s'opposent ici dans l'état-major. D'un côté, les Britanniques estiment qu'il faut traverser les détroits turcs pour éviter une prise de Constantinople par les Russes, et de l'autre, les Français estiment que même si les Russes s'emparaient de la capitale ottomane, ils ne pourraient pas en tirer un bénéfice stratégique, car ils seraient toujours bloqués par les forteresses turques présentes le long des Dardanelles. Finalement, c'est le point de vue britannique qui l'emporte, mais le plus dur reste ici, on est à l'automne 1853, à réaliser. En effet, et on le voit ici sur la lithographie, ce système donc, des Dardanelles et du Bosphore constitue un véritable corridor extrêmement contraignant pour la navigation. Et l'escadre franco-britannique stationnant en Méditerranée décide de franchir la mer de Marmara, puis le Bosphore, afin d'éviter que les Russes s'en emparent.
Il s'agit ici d'un point de passage composé de nombreuses contraintes, tant du point de vue de l'étroitesse des canaux, des chenaux. Le détroit des Dardanelles est large seulement de entre 1200 mètres et 6 km. Quant au détroit du Bosphore, sa largeur oscille entre 600 et 3000 mètres. Ces aspects posent moins problème, bien évidemment, compte tenu du fait que l'Empire ottoman, contrairement à ce qui sera présenté par la suite, est allié aux Français et aux Britanniques. Néanmoins, la navigation dans les détroits peut être extrêmement difficile, voire même périlleuse. Écoutons ici un témoignage du début du XIXe siècle, mais bon, qui est valable aussi pour la guerre de Crimée, puisque la géographie universelle de Conrad Maltebrun est rééditée en 1858. Voilà ce qu'écrit Maltebrun. Pour les Dardanelles, la navigation y est difficile. Le courant, qui entraîne les eaux de la mer Noire dans la mer Égée et qui fait 5560 mètres à l'heure, n'est contrarié que par un contre-courant qui longe la côte d'Asie et vient de l'archipel. Les vents du nord y soufflent avec une grande violence pendant l'été et les vents du sud pendant l'hiver. Et pour le Bosphore, écrit-il, la navigation n'est pas en tout temps ni partout aisée à cause du courant de la mer Noire qui se brise sur tous les angles saillants et forme des remous qu'il faut vaincre. Aussi, s'il est toujours facile d'entrer dans le Bosphore, il est presque toujours difficile d'en sortir. Donc, en d'autres termes, rentrer par les détroits par le biais de la mer Égée est extrêmement difficile. En effet, le courant et les vents sont contraires, si bien que seuls les vaisseaux dotés de l'énergie à vapeur peuvent remonter les détroits facilement. Et il s'agit principalement, du point de vue de l'escadre française, du Napoléon, créé en 1850, doté de la propulsion à hélice. Pour les autres navires, qui sont encore des navires à l'ancienne, à voile, leur remorquage se fait pendant une quinzaine de jours. C'est par exemple le cas de la ville de Paris, le Trois-Ponts, qui est aussi le navire amiral de la flotte française, et qui est remorqué par le Napoléon pendant 2 semaines. Ce franchissement des détroits marque la victoire d'une course contre la montre pour les Alliés, compte tenu de l'anéantissement de la flotte ottomane à Sinope, par la flotte russe de l'amiral Narimov à la fin du mois de novembre 1853, et le fait qu'ils tiennent le détroit du Bosphore empêche les Russes d'attaquer Constantinople. Par la suite, le deuxième point dans lequel les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont concernés sur le plan stratégique, c'est la question du débarquement, dans la presqu'île de Gallipoli. Débarquement des premières unités dès la fin du mois de mars 1854, au moment de l'entrée en guerre officielle des Français et des Britanniques contre la Russie. Ce débarquement permet de fournir un soutien logistique, mais empêche fournit un éventuel rempart aux Russes sur la route de Constantinople. Il faut ici rappeler que les Russes ont envahi les principautés danubiennes et tentent de marcher en direction de Constantinople. Ainsi, contrôler le détroit des Dardanelles, c'est se positionner rapidement en direction d'Edirne, d'Andrinople, pour barrer la route éventuellement à l'armée russe. Alors, en ce qui concerne ce débarquement à Gallipoli, l'Empire ottoman donc n'est certes pas belliqueux, mais il n'est pas facile d'opérer, même en cas d'un Empire ottoman pacifique, il n'est pas facile de mener une opération amphibie de la sorte. En effet, il n'y a que très peu de ports dans cette région assez montagneuse, et les Alliés décident de débarquer dans le petit port de pêche de Gallipoli, au bout du détroit, dans un cadre où finalement ce sont des montagnes qui plongent dans la mer. À la suite du déplacement de l'état-major allié en direction de Varna en juin 1854, les détroits perdent de leur intérêt sur le plan tactique, mais conservent un rôle majeur dans la conduite de la guerre, sur le plan logistique et sanitaire notamment. En effet, dans le domaine des ravitaillements, le contrôle des détroits turcs est un atout décisif par rapport à l'enclavement russe. Il permet de transmettre aux assiégeants de la nourriture, des vêtements chauds pour l'hiver rude de la Crimée et de nouvelles armes. Et dans cette optique, les compagnies commerciales de navigation à vapeur, notamment du côté français et marseillais, les messageries maritimes, du côté britannique, la compagnie péninsulaire et orientale, jouent un rôle central. La vitesse d'acheminement dépend en effet de la fluidité de la navigation dans les détroits. Et
c'est pour cette raison qu'avant même la fin de la guerre, le gouvernement français cherche à faciliter la navigation dans les détroits ottomans avec un projet d'installation de phares à partir de Gallipoli, destiné à éclairer toutes les côtes de l'Anatolie septentrionale jusqu'à Trabzon. Et c'est ainsi qu'un capitaine au long cours du nom de Marius Michel, un capitaine marseillais, qui devient rapidement Michel Pacha, obtient du gouvernement ottoman la direction générale des phares et la mission de construire 36 phares. Sur le plan sanitaire, les détroits sont également de véritables corridors dans lesquels l'épidémie de choléra se propage, ce qui entraîne la mise en place rapide de structures de contrôle, notamment par le biais de l'intendance sanitaire ottomane qui surveille les navires qui passent les détroits. Des hôpitaux sont ainsi mis en place de part et d'autre du détroit des Dardanelles. Dans un second temps, j'évoquerai cette fois-ci le rôle des détroits sur le théâtre des opérations et notamment des détroits, cette fois-ci, qui peuvent être moins connus dans le cadre de la guerre de Crimée, mais qui jouent pourtant un rôle décisif. Alors, premièrement, le détroit de Kertch et sa participation à une prise en tenaille de Sébastopol. Alors, cette volonté de prendre le détroit de Kertch est issue de la volonté des Britanniques, notamment, de couper les approvisionnements russes vers Sébastopol. La prise de possession du détroit de Kertch permettrait d'affaiblir la Russie, puisque sur ce détroit, de part et d'autre du détroit de Kertch, il se trouve d'importants dépôts de ravitaillement et de munitions russes, ainsi qu'une garnison de 15 000 hommes. Par ailleurs, la présence d'un fort et d'un système de défense composé de terrassements de part et d'autre du détroit rendent difficile pour l'escadre alliée l'accès à ce détroit. Une première expédition est lancée au début du mois de mai 1855, mais se heurte à l'opposition aussi bien du chef d'état-major Canrobert que de Napoléon III. Une seconde expédition a lieu en juin, cette fois-ci 1855, et Canrobert et Pélissier et Raglan décident de mener donc cette expédition avec 15 000 hommes, 3 000 Britanniques, 5 000 Turcs, 7 000 Français, 6 batteries, et donc de prendre possession de ce détroit en menant une opération aussi bien maritime que terrestre. Les Français et les Britanniques débarquent sur la partie occidentale du détroit, et si les Russes ont les moyens de résister à une attaque terrestre, les 3 petits bâtiments qui stationnent dans le détroit n'ont aucunement la possibilité de s'opposer à la puissante escadre franco-britannique. La seconde expédition de Kertch s'avère donc victorieuse, et ce succès permet de prendre en étau Sébastopol, ce qui est l'une des explications de la prise de la ville quelques semaines plus tard. Voyons maintenant les questions liées au détroit sur d'autres théâtres d'opération, et notamment sur le théâtre d'opération de la mer Baltique. Dans la mer Baltique, qui reste un théâtre d'opération secondaire, où la marine française joue un rôle plutôt secondaire, notamment par rapport à la marine britannique, il s'agit essentiellement pour les Français et les Britanniques de retenir un certain nombre de Russes pour éviter des renforts en direction de Sébastopol. Sur le plan tactique, certaines batailles sur le front de la Baltique sont des batailles de détroit. On pense notamment à la bataille de Bomarsund, littéralement le détroit de Bomar, Sund étant le mot Sund signifiant détroit en suédois. Donc constitué, voilà, la forteresse de Bomarsund, donc située sur les îles Åland, archipel composé de plusieurs milliers d'îles et de rochers, et demandant une navigation spécifique. Le contrôle des détroits, le contrôle des îles d'Åland est ici central, puisqu'on se situe à l'entrée du golfe de Finlande, et dès le début de la guerre, les îles Åland sont soumises à un blocus franco-britannique. Bomarsund est situé, en effet, sur un détroit entre la grande île d'Åland et l'île Prasto. Il s'agit d'un passage extrêmement étroit, d'un chenal, traversé aujourd'hui par une passerelle, et qui constitue également une zone de haut fond, qui constitue un véritable traquenard pour les navires. À Bomarsund, il y a une forteresse russe qui a été construite en 1832, une forteresse circulaire, très casematée, très novatrice pour l'époque, constituée selon les idées de Montalembert,
Et néanmoins, les Russes n'ont pas calculé un certain nombre d'évolutions de la flotte, notamment l'arrivée de la vapeur qui permet une grande mobilité de la flotte franco-britannique. Et après une première tentative avortée des Britanniques en juin 1854, mais où ils ne mettent pas les moyens, les Français et les Britanniques utilisent les grands moyens à partir d'août, puisqu'ils envoient 25 navires, 10 000 hommes qui débarquent et plusieurs batteries sont installées également à Prasto. Les Russes se rendent après une semaine de siège et la prise de Bomarsund les bloque définitivement dans le golfe de Finlande. Enfin, dernier théâtre d'opération important, c'est la question des détroits en mer d'Okhotsk et en mer du Japon, où là, les Russes ont l'avantage du terrain. En effet, cette fois-ci, donc cet avantage du terrain, cette connaissance du terrain va jouer en faveur des Russes, puisque ces derniers savent, depuis l'expédition du Pacifique menée par Nevelskoï en 1849, que l'île de Sakhaline est séparée du continent asiatique par le détroit de Tartary, mais ce n'est pas le cas des Français et des Britanniques qui ne le savent pas. Au printemps 1856, les Russes stationnent ainsi dans l'entrée du détroit de Tartary lorsqu'ils rencontrent les Britanniques, commandés par Charles Elliott, qui croient qu'ils sont dans un cul-de-sac. Et profitant de la mauvaise visibilité à cause du brouillard, les Russes décident de se retirer vers le nord jusqu'à l'embouchure de l'Amour, échappant ainsi aux Britanniques qui sont complètement déroutés. Dans un troisième point, et très rapidement, ça sera vraiment fait à la hache, un troisième point donc sur le rôle de la guerre de Crimée dans la construction du droit maritime. Alors à l'époque on parlait de droit maritime international, aujourd'hui on parlerait de droit de la mer appliqué aux détroits. Les détroits sont en effet au cœur des tractations menant au traité de Paris du 30 mars 1856. Durant le traité de Paris, la convention sur les détroits de 1841 est rappelée, mais on peut aussi constater que ce désarmement naval concernant les détroits s'étend géographiquement en partie à la mer Noire, puisqu'il y a une convention sur la mer Noire qui est adossée au traité de Paris, par laquelle les navires de guerre ottomans comme russes, qui peuvent stationner en mer Noire, doivent être de petits bâtiments et doivent se contenter d'une fonction de patrouillage local du littoral. Donc la mer Noire constitue ici un glacis protecteur en grande partie démilitarisé. Ces détroits constituent un rôle, je passe ici, dans la naissance, avec l'apport de certains théoriciens, dans la naissance du droit maritime international, peut-être pour une mise en perspective, puisque la guerre de Crimée constitue en la matière un moment fondateur, et le milieu du XIXe siècle constitue clairement un basculement en la matière. L'exemple des détroits turcs va servir en quelque sorte de matrice à toute une série de traités. On peut penser notamment au traité de Copenhague en 1857, concernant notamment le détroit du Sund et les Belts, par lequel le Danemark doit étendre ses installations préexistantes pour assurer la sécurité de la navigation et supprimer complètement et à jamais tout droit de péage sur les navires. En 1881, cette fois-ci, c'est le traité de Buenos Aires, signé à l'initiative du Royaume-Uni et des États-Unis, par lequel le détroit de Magellan est neutralisé à perpétuité, les fortifications y sont interdites et la navigation y est autorisée pour les pavillons de toutes les nations. Enfin, le détroit de Gibraltar est également concerné par ce processus, alors là cette fois-ci plutôt au début du XXe siècle, dans le cas des accords anglo-français et franco-espagnols. Pour autant, ce droit maritime international des détroits est encore en formation et fortement évolutif. La Russie profite en effet de l'affaiblissement de la France dans la guerre de 70 et affirme ne plus se considérer comme liée par les dispositions du traité de Paris concernant la neutralité de la mer Noire. Constantinople est donc à nouveau menacée et la décision logique, c'est la promulgation d'un nouveau traité, le traité de Londres, qui amende la Convention des détroits en mettant fin au principe de la neutralité de ces derniers en temps de paix. Les détroits peuvent désormais être ouverts à des navires de guerre, le sultan pouvant faire appel aux bâtiments de guerre des puissances amies et alliées, toutes les fois que la Sublime Porte jugerait leur présence nécessaire pour sauvegarder sa sécurité. Donc en conclusion, ce qu'on peut voir à l'issue donc de ce parcours, c'est que sur le plan stratégique, la guerre de Crimée est d'abord une guerre de détroit.
entre d'une part la Russie qui cherche à les tenir et à les franchir pour accéder à d'autres horizons maritimes, et de l'autre les Alliés qui cherchent à conserver leur maîtrise en la matière. Le droit maritime international émergent en 1856 est ainsi en grande partie imposé par les vainqueurs. C'est le droit des vainqueurs. Sur le plan tactique et opérationnel, on s'aperçoit à quel point les détroits constituent un milieu spécifique, tant du point de vue de la navigation que de la manière d'articuler marine et corps expéditionnaires terrestres. Les batailles pour des détroits sont forcément des batailles interarmées si elles veulent être efficaces, dans lesquelles l'attaque depuis la mer seule ne suffit pas. Et au demeurant, la cuisante défaite subie par les Français et les Britanniques aux Dardanelles le 18 mars 1915, avec l'incendie du Bouvet, du Gaulois, montre l'impossibilité d'une approche uniquement maritime que les ancêtres de la guerre de Crimée avaient pourtant bien saisie. Je vous remercie.